Un fils revient de l'armée et découvre sa mère endormie dans les ordures. Ce qui arrive ensuite est choquant. Il avait imaginé la scène 1000 fois pendant les longues nuits de service. La porte s'ouvrant, les bras d'une mère, la table encombrée de plats modestes et de rires qui comblent le retard des années. Raphaël descendit du bus, avec son uniforme encore froissé, le sac sur l'épaule et un sourire qui ne savait pas encore qu'il serait brisé. Son téléphone vibra une dernière fois dans la poche, sans réponse. Il appuya sur le petit écran, la batterie clignotait, les messages semblaient lointains, comme d'autres vies. Il se rappela la promesse qu'il avait laissée en partant. « Je reviendrai pour toi. Le médaillon, je le garderai. » Le médaillon, une chaîne usée et une petite plaque gravée, cadeau de sa mère le jour où il était parti pour l'académie. Il croyait à cette promesse comme on croit au retour d'un soleil familier. Le quartier avait changé. Les façades, autrefois peintes de couleurs passées, étaient recouvertes de graffitis, des portes murées et des pancartes de vente clouées sur des portails. Là où la maison avait été, une plaque métallique indiquait, sans ménagement, « Vendu ». Le cœur de Raphaël se serra. Il posa la main contre le portail froid, comme pour sentir encore une présence, mais tout ce qu'il trouva fut le vide. Une chaise renversée, des jouets d'enfants abandonnés, et l'odeur de l'humidité qui s'insinuait dans ce qui restait d'un foyer. Il frappa, puis insista, appelant un prénom qui guidait ses matinées toute sa vie. « Mahé » Sa voix riconna dans l'impasse. Les voisins s'étaient rassemblés à distance, visages fermés, regards qui se détournent et qui en disent plus que des mots. Un vieil homme, ce Agénor, s'approcha à pas lents, appuyé sur sa canne, regard usé, comme si le quartier portait des rides semblables à la sienne. « On a vu des déménageurs il y a des semaines, » dit-il, sans lever la tête. « On a vu des employés avec des camions, on a vu les cartons partir. »« Et elle ?» insistait Raphaël. « Vous ne l'avez pas vue? Vous n'avez pas vu ma mère ?»« Les gens murmurent, » répondit ce Agénor. « Des dettes, de la honte. Mais les gens chuchotent, ils ne regardent pas en face. » La sensation d'être piégé entre la fierté de l'uniforme et l'humiliation du quartier monta comme une boule sèche dans la gorge. Raphaël sentit sa promesse se défaire comme une corde usée. Il se rappelait d'enfance, l'odeur du café, la manière dont elle frottait ses mains, la façon dont elle avait donné le médaillon. Ses souvenirs étaient devenus des pièces fragiles qu'il ne savait plus où ranger. Il parcourut les rues à la recherche de petites certitudes, le kiosque où elle achetait du pain, le bar où elle glissait quelques paroles pour échapper à la misère, une voisine qui pourrait l'avoir aidée. Donna Marta le trouva assis sur le bord d'un trottoir, la tête entre les mains, comme si elle essayait de recoller des images. « Rafa, dit-elle de sa voix creusée, je l'ai croisée, pas comme avant, non. Elle n'entrait plus dans la maison depuis que les gens sont venus. Elle a dit qu'elle devait régler des affaires. Après, c'était le silence. « Qui lui a pris quoi ?» demanda-t-il. « Tu sais, ces gens-là, répondit Donna Marta, les financiers qui se disent amis. Ils prêtent, puis demandent. Ensuite, la peur vient et la maison passe de main en main. » Les mots « prêt »,« intérêt »,« menace » revenaient comme un refrain sinistre. On prononçait un nom à voix basse, chargé d'une haine contenue. Brandao. Un homme à la voix forte, propriétaire d'une petite « finance » au coin de la rue, qui prêterait des sommes et exigerait en retour bien plus que de l'argent. On disait qu'il avait des façons d'effrayer, que ses clients se retrouvaient sans recours. Les confessions du quartier arrivèrent en fragments. Raphaël les recueillit comme on recueille un puzzle poussiéreux, pièce par pièce, sentant la vérité prendre forme sous la saleté. Il y eut des signes, des petites choses qu'il n'aurait pas remarquées s'il n'était pas revenu. Une lettre perdue dans le caniveau, un fragment de tissu accroché à un grillage, une photo déchirée jetée près d'une bouche d'égout. Chacun de ces indices collait à son cœur et le traînait plus loin, jusqu'à une réalité qu'il n'avait pas voulu imaginer. Avant qu'il ait le temps de comprendre, quelqu'un lui posa une main sur l'épaule. C'était Lucas, volontaire d'une ONG locale, jeune, déterminé, avec des yeux qui avaient vu trop de choses. Il connaissait les routes que Raphaël ne connaissait plus, les chemins du quartier, les rumeurs qui menaient au recoin où l'on mettait ceux qu'on voulait oublier.
Si tu veux la retrouver, dit Lucas doucement, il faut chercher au-delà des rues principales. Beaucoup finissent près de la décharge, là-bas, derrière les ateliers. Les gens qui n'ont nulle part où aller dorment parfois sous des barches. Je peux t'y conduire. L'idée semblait invraisemblable. La mère qui l'avait bercée pourrait-elle finir parmi des chiffons et des restes? Mais le cœur n'écoute pas la logique quand la mémoire lui hurle. Raphaël prit une profonde inspiration, serra le médaillon au fond de sa poche comme pour sentir sa présence, et suivit Lucas. Ils traversèrent un quartier de transition, atelier métallique, odeur d'huile et de fer, puis la décharge, un espace qui ressemblait à une langue de la ville où se concentraient les déchets et les vies écartées. La musique de la ville diminuait là, le vent avait une voix rugueuse, des silhouettes se déplaçaient à l'abri des cartons, des voix basses, des pas. La décharge était un autre monde, brutal mais habité. Raphaël marcha sans regarder, la mâchoire serrée, et pourtant son esprit revenait à la dernière image de sa mère, la façon dont elle avait attaché ses cheveux quand il était enfant, la manière dont elle gardait la lettre qu'il lui avait écrite avant de partir. Cette lettre, il l'imaginait, contenait des rêves simples, des mots maladroits d'amour et de pardon. S'il y avait une trace, ce serait là. Si quelqu'un l'avait prise, alors c'était un pouvoir sur elle, un levier pour la tenir à distance. À un coin du dépotoir, une toile plastique rabattue sur un tas d'objets fit un bruit sec. Lucas fit un signe, et ensemble, ils se baissèrent. La scène qui apparut n'était pas la violence crue qu'on voit dans les films, mais c'était suffisant pour arracher le souffle. Une femme, enveloppée d'une couverture en plastique, retirée comme on découvre un secret. Elle dormait, ou peut-être reposait-elle de fatigue. Son visage était marqué par la poussière, ses mains tenaient un petit objet métallique. Il y eut un instant un éclair où Raphaël comprit avant d'entendre, le médaillon. Il y avait dans ce geste, dans cette découverte, quelque chose d'irréel. Sa mère ouvrit les yeux, cligna plusieurs fois comme pour reprendre la lumière du monde. Quand elle posa son regard sur lui, le temps se fissura. Les images de l'enfance lui retombèrent dessus comme une pluie de souvenirs. Elle prononça son nom, d'une voix qui était à la fois un appel et une reddition. « Raphaël ?» Il se pencha, les mots se coinçant dans sa gorge. Mahé ne sortit pas comme il l'avait voulu. Il sortit en français, avec l'accent des années loin de la maison. « Maman ?» Elle chercha ses bras, comme si l'étreinte pouvait recoller ce qui avait été brisé. Il la prit doucement, sans hâte, comme une chose fragile. Les gens autour eurent un mouvement de recul, respectant l'intimité d'un instant que la ville leur avait volé. « Comment es-tu arrivé ici ?» demanda-t-il, sans colère, mais avec une question qui brûlait. « Je pensais pouvoir régler, » balbutia-t-elle. « Ils m'ont dit qu'ils aideraient si je payais une échéance. Après, ça a été vite. Ils prenaient mes papiers, mes reçus. Après, ils sont venus. J'ai pensé qu'ils partiraient, mais rien. Ils ont pris la maison. Ils ont pris tout ce que j'avais. » Elle caressa le médaillon. Il était fissuré, une partie de la chaîne rompue. Il avait gardé une petite attache où autrefois se logeait une feuille repliée. La lettre. Raphaël sentit un vide. La lettre n'était pas là. Il glissa la main dans la poche de sa mère. La lettre, si elle avait existé, manquait. Dans sa place, un coin de papier déchiré, comme si quelqu'un l'avait arraché brutalement. « Il l'a prise », dit Dona Elsa en regardant loin, comme si le nom pouvait traverser la poussière. « Il a dit qu'il garderait ce qui me restait pour s'assurer que je paie. Il a dit que sans ça, personne ne reviendrait pour moi. » Le nom fut prononcé avec la même mollesse que celle d'un mauvais rêve. Brandao. L'image d'un bureau crasseux, d'un homme gras derrière une comptabilité de misère, surgit instantanément dans l'esprit de Raphaël. Il pensa à la lettre, à la manière dont elle avait été arrachée, utilisée comme gage. Ce gage n'était pas seulement un morceau de papier, c'était une mémoire, une force. C'était la dernière parole qu'il lui avait laissée, l'aveu d'un fils en partance, peut-être un pardon, peut-être une prière. Et maintenant, cette parole était entre les mains de quelqu'un qui s'en servait pour gouverner la honte. La douleur de voir sa mère ainsi ne le rendit pas violent immédiatement, elle le rendit précis. Il imaginait les étapes à suivre, quelqu'un pour écouter, des témoins, un rapport, mais le présent le réclamait d'abord. Il essuya la poussière du visage d'Elsa, tacha ses propres doigts de saleté en lui relevant la couverture. Elle se serra contre lui, comme si la présence d'un fils pouvait combler le gouffre. Autour d'eux,
La décharge ne s'arrêtait pas. La vie des autres continuait, discrète. Lourde, une femme qui dormait non loin, releva la tête et hocha la main en silence, comme si elle reconnaissait une fraternité d'épreuves. Les bénévoles qui parcouraient ces lieux proposaient de la nourriture, une couverture, un sourire. Lucas sortit son carnet et nota des choses, numéros et noms, promesses de suivi. Ce fut un étrange ballet, la tendresse d'une réunion familiale dans un décor que personne ne choisit. Raphaël voulut crier, porter sa rage contre celui qui tenait la lettre, mais il gardait un contrôle que l'armée lui avait appris. Il se rappela la voix du sergent Almeida durant sa dernière permission. « Rafa, reste droit, les choses s'arrangent mieux avec la tête froide. » Il se répétait ces mots comme une incantation. La rage était une flamme, il ne devait pas la laisser consumer ce qu'il venait tout juste de retrouver. « Où est cette lettre ?» demanda-t-il, la voix plus basse. « Il l'a prise, » dit Elsa. « Il a dit que c'était le prix. Il a dit que, tant que je devais, je resterais sans voix, sans preuve. Il a dit des choses. Il a dit des choses qui m'ont fait peur. » Sa peur était palpable. Elle n'était pas une posture, elle était une stratégie de survie. Ce n'était pas seulement la pauvreté qui l'avait poussé loin, c'était la peur d'humiliation, la honte de devoir demander encore et encore. Quand on vit dans la crainte que les dettes débordent, on renonce plus vite aux combats qui font mal. Raphaël sentit la culpabilité le frapper. Il n'avait pas entendu les appels, ou il n'avait pas su les décoder. Il était parti en croyant que sa mère pouvait attendre. Son retour le frappait comme un échec personnel. Il passa des heures à interroger, à rassembler des bribes. Donna Marta se souvenait d'avoir vu un homme à lunettes posté près d'un bureau à l'enseigne sobre « Finance », discutant, avec la voix basse de ceux qui ne veulent pas s'exposer. Elle avait entendu des menaces voilées, vu des actes de coercition. Sui Agénor connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, un voisin qui avait prêté l'oreille à un client mécontent. Les histoires se chevauchaient, elles formaient une mosaïque de petites cruautés. La nuit commençait à tomber quand Raphaël s'agenouilla près de sa mère. Il sortit le médaillon fissuré de sa main comme pour lui rendre sa propriété symbolique. La petite plaque était terne, mais il décela une trace de l'écriture qu'il reconnaissait. Un mot griffonné, presque effacé. C'était un peu de leur histoire, précieuse parce qu'éphémère. « Ils n'ont pas seulement pris la maison, dit-il, parlant tout haut pour se convaincre. Ils prennent les mots, les preuves, ils prennent le droit de se souvenir. »« Ils prennent ce qu'ils peuvent, » répondit Elsa, la voix émoussée. « Mais quand tu es rentré ?» Elle fit une pause longue, puis sourit avec les lèvres seulement. « Quand tu es rentré, j'ai pensé que peut-être la vie recommencerait. » Ce petit espoir, fragile comme une braise, était tout ce qu'il restait. Raphaël le sentit comme une responsabilité, réveiller la braise, la protéger des intempéries du monde. Il prit la décision, silencieuse et nette comme la lame d'un couteau, il ne laisserait pas cette histoire comme une cicatrice ouverte. Il promettrait des pas concrets, chercherait des appuis, des témoins, tout ce qu'il faudrait pour reprendre la lettre et, si possible, la dignité qu'on lui avait arrachée. Avant de partir, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il resta planté dans la nuit, regardant la ville comme on regarde une carte d'où l'on doit choisir les chemins. Il ne connaissait pas encore toutes les routes, mais il savait une direction. Sa main serrait le médaillon, et l'absence de la lettre pesait comme un poing aveugle. Les silhouettes de la décharge se fondaient dans l'obscurité. Il sentit la ville respirer de problèmes et de vie résiliente, comme un souffle qui refuse de s'éteindre. À l'aube suivante, il passa au commissariat. L'endroit sentait le papier et la fatigue. Il y croisa le sergent Almeida, qui le regarda avec une reconnaissance mêlée de scepticisme. L'homme en uniforme semblait porter la question « Que compte faire un soldat contre un propriétaire de finances ?» Le sergent le guida, expliqua les démarches de base, dépôt de plainte, recueil de témoignages, formalités pour ouvrir une enquête. Il ajouta aussi, honnête, que la route serait longue et que la justice n'était pas toujours prompte. « Tu as fait la chose juste, » dit le sergent, « mais la paperasse ne suffit pas. Il faudra des preuves, des témoins. Il faudra montrer que Brandao utilisait ces lettres comme gage, comme moyen de pression. »« Et si on ne peut pas prouver ?» demanda Raphaël, la voix rauque. « On commence par rassembler, » répondit Almeida. « Un à un. » Raphaël comprit qu'il ne pourrait pas tout porter seul.
Il retourna voir Lucas, qui déjà avait parlé à quelques voisins, avait pris des noms, des heures et des détails. L'ONG put servir de relais, apportant non seulement des mots, mais aussi des documents, des images, des visages. Raphaël sentait une légère consolation à voir que la communauté s'organisait, que la honte n'était plus entièrement privée. Elle commençait à se partager, à sortir de l'ombre. Pourtant, la question centrale demeurait. Où était la lettre? Qui l'avait gardée? Et pourquoi l'utiliser comme un pouvoir? Les réponses allaient mener Raphaël plus loin, au cœur d'un monde où l'argent se transformait en contrôle et où les hommes comme Brandao se nourrissaient des brisures des autres. Il sentit naître en lui une détermination qui n'était pas celle d'un combat impulsif, mais celle d'un plan patient. La première nuit où Elsa dormit dans un refuge provisoire fourni par l'ONG, Raphaël veilla à côté d'elle. Il lisait sans vraiment lire la feuille froissée qu'un bénévole lui avait donnée, une liste de droits, d'adresses utiles, d'heures de permanence. Sa main effleura le médaillon qu'il avait récupéré. Le vide où la lettre avait été était encore un point douloureux. Il se promit qu'il irait chercher cette feuille arrachée, qu'il récupérerait non seulement un bout de papier, mais le cordon qui reliait une mère à son histoire, à son nom. La suite de ce combat n'était pas évidente. Il savait que Brandao n'était pas un criminel isolé, mais un maillon d'une chaîne. Il savait qu'on ne défait pas facilement des systèmes d'usure et de peur. Mais il savait aussi que la ville avait une capacité secrète, la solidarité. Les témoignages de voisins, l'aide de l'ONG, la détermination d'un fils en uniforme commençaient à former une résistance. Il imaginait des jours d'audience, des papiers, des visites de policiers, des perquisitions possibles. Il imaginait aussi la confrontation, ce moment où il verrait l'homme qui avait pris la lettre, le regarder dans les yeux et demander compte. Mais cette confrontation n'était pas encore à l'ordre du jour. Pour l'instant, la priorité était simple et immédiate. Donner un toit à sa mère, la soigner, rassembler des témoins, trouver des traces. Et surtout, retrouver la lettre. Le médaillon dans sa paume était une accusation muette et une promesse. La nuit tombée sur le quartier, Raphaël marcha une dernière fois devant la maison dont la plaque indiquait « Vendu ». Il caressa le portail, songeant à la fragilité des choses humaines. Le bruit de la ville était lointain. Il glissa le médaillon autour du cou de sa mère avant qu'elle ne s'endorme au refuge. Le métal froid contre sa peau expliquait leurs racines. On tient à quelque chose non parce que c'est parfait, mais parce que c'est ce qui relie. Il y eut un moment de silence, où l'on aurait presque pu croire à une pause dans la tempête. Mais Raphaël savait que ce n'était que le calme avant une suite. Il serra la main d'Elsa, prit une grande respiration et prépara ses premiers pas vers l'endroit où l'on disait que Brandao tenait ses comptes. Il savait qu'il allait devoir rassembler courage, preuves et alliance. Il savait aussi que la lettre resterait peut-être hors de portée un peu plus longtemps. Mais il n'acceptait plus la résignation. Quelque chose en lui était décidé. La dignité de sa mère serait rendue d'une façon ou d'une autre. Si cette histoire vous touche, dites-le en commentaire. Que feriez-vous à la place de Raphaël? Le lendemain, la ville semblait tenir son souffle avec lui. Raphaël établit une routine presque militaire, mais appliquée à un champ qui n'était pas le champ de bataille, la collecte des voix. Il passa ses journées à courir d'une adresse à l'autre, poussé par une certitude simple et obstinée que la vérité se cacherait dans les petites choses que les hommes pressés laissent tomber. Lucas, fidèle, le suivait comme une ombre organisée, carnet en main, téléphone chargé, réseau de bénévoles prêts à ouvrir des portes et des cœurs. Au commissariat, le sergent Almeida tint parole. Il aiguilla, expliqua, rassura sans mentir. Le sergent ne promettait pas de miracle, mais il connaissait les procédures. Le premier acte administratif fut clair et froid. Dépôt de plainte formelle, description des faits, l'énumération des témoins et des indices. Raphaël parla lentement, comme s'il vidait un sac lourd. Il raconta la disparition de la maison, la remontée jusqu'à la décharge, la découverte du médaillon brisé, l'absence de la lettre. Les mots ne réparaient rien, mais ils formaient un dossier. Le délégué Nogueira lut les notes, fronça les sourcils et décida d'ouvrir une investigation préliminaire. « Il faudra des témoins prêts à témoigner sous serment », expliqua-t-il. « Il faudra documenter les prêts, trouver des traces écrites, des reçus, des transferts. Sans cela, ce sont des accusations. Mais vous avez quelque chose d'important,
une victime qui est prête à parler et une communauté qui commence à se mobiliser. C'est le début. Mobiliser la communauté prit la forme de petits gestes visibles. Donna Marta réunit des voisins pour signer des attestations. Seo Agenor alla chercher un vieux voisin qui avait autrefois travaillé dans un bureau d'enregistrement et qui se souvenait de mouvements suspects autour de la finance. Lourdes, la femme qui partageait la décharge avec Elsa, donna son témoignage sur des allées et venues nocturnes, sur des discussions menaçantes au coin d'une rue. Chacun apporta une pièce, parfois faible, parfois essentielle. Un reçu griffonné, un nom prononcé à demi-mot, une photo d'un camion emportant des meubles. Lucas fit ce qu'il savait faire de mieux. Il transforma la colère en dossier pratique. Il reconstitua des chronologies, prit des photos, recueillit les numéros d'autres victimes. L'ONG organisa des permanences, un point d'accueil où l'on pouvait venir déposer des preuves, parler à un juriste bénévole, prendre un chocolat chaud. Peu à peu, la honte individuelle se transforma en indignation collective. La parole était un levier dont la ville n'avait pas mesuré la force. Raphaël, qui n'avait connu jusque-là que l'ordre des régiments, découvrit la lente mécanique de la justice civile. Il fallut des heures pour obtenir un ordre de perquisition, des formulaires à remplir, des attentes dans des couloirs au néon. Mais la persévérance paya. La police obtint une autorisation de perquisition sur la base des témoignages et des incohérences relevées dans les comptes de la finance. La procédure resterait longue, claironna le délégué, mais c'était une avancée. Entre-temps, Raphaël ne pouvait rester immobile. Il décida de jouer la carte de la proximité. Il entra, en civil, dans l'enseigne où on parlait trop bas et où l'on consignait trop peu sur du papier officiel. La petite agence de Brandao ressemblait à ces lieux que l'on invente pour inspirer confiance, une enseigne propre, des fauteuils en faux cuir, un cadre avec l'image d'une femme souriante. Mais l'intérieur avait quelque chose de froid, comme une fourmilière de regards prudents. Il s'assit à une table, demanda un café. Brandao, plus large que sa photo, l'accueillit avec une politesse calculée. « Vous êtes revenu de l'armée, » dit Brandao en souriant. « Bravo, la ville a besoin de vous. Vous voulez un prêt pour refaire la maison ?» La voix était mielleuse. Raphaël sentit une bile monter, mais il resta calme. Il avait appris que la colère exposée trop tôt se dissipe sans effet. Il regarda autour, registres, carnets, une pile de petits contrats à en-tête défraîchis. Il comprit que Brandao traitait en apparence, mais que ses armes étaient minuscules. Peur, honte, documents arrachés. Raphaël posa une question simple, presque innocente. « Avez-vous quelque chose avec le nom d'Elsa ? Ou ce nom vous dit-il quelque chose ?» Brandao plissa les yeux. Sa main effleura le tiroir où il gardait son écriture ordinaire. Il sourit, puis, comme un chat qui choisit sa proie, il retourna son sourire en instrument. « On dit que tout le monde doit payer pour ce qu'il prend, » avoua Brandao, sans honte de ses mots. « Toi, mon garçon, tu es venu récupérer des souvenirs. Moi, je gardais les miens. J'ai gardé cette lettre, j'ai lu. Et vous savez quoi? Les lettres, ça devient du pouvoir quand on sait la brandir. » La pièce sembla se retirer, comme si la lumière s'amenuisait. Le cœur de Raphaël fit un bond. C'était elle. La texture du papier, le pli caractéristique. Ses doigts prirent l'enveloppe, mais il ne l'ouvrit pas tout de suite. La chambre se vida d'airs inutiles. Il voyait sa mère, la décharge, le médaillon. Tout se serait cristallisé au moment où il lirait. « Pourquoi l'avoir gardé ?» demanda Raphaël, la voix basse. « Pour m'assurer que vous reviendriez peut-être, » répondit Brandao, laissant une drôle de tendresse se mêler au cynisme. « Ou peut-être parce qu'elle était belle, » dit-il plus bas, et il ne s'excusa ni de la vanité ni de l'avidité. Brandao lâcha une phrase qui fit trembler la scène. « Je l'aimais ». Ce n'était pas une confession complète, plutôt à un aveu jeté en pâture comme pour voir la réaction. Il parla de gestes maladroits, de bouquets jamais donnés, d'une attention mal comprise. Il n'édulcora pas ses actes, il reconnut avoir profité de la faiblesse d'Elsa. Mais il enjoliva aussi son propre passé, le rendant humain là où il aurait été simplement monstrueux. La révélation fut un choc. Elle ne faisait pas disparaître la violence de ses actes, mais la rendait plus complexe. L'amour, ou ce qui était nommé comme tel, pouvait être un masque qui habillait la prédation. Raphaël sentit une colère sourde, non seulement pour l'exploitation, mais pour le détournement d'un sentiment en instrument de pouvoir.
Donne-moi la lettre, dit Raphaël, simple. Vous voulez tout résoudre avec un papier, ricana Brandao. Ce papier n'est qu'un moyen. Sans preuve, tu n'as rien. C'est pourtant la preuve que tu as utilisée, répondit Raphaël. C'est la trace. Brandao hésita, puis, dans une séquence qui mêlait défi et peur, il retira de l'enveloppe non pas la lettre entière, mais un morceau. Il la posa, comme si le fait de rendre quelque chose lui permettait de garder le reste. Le morceau montrait des lignes, un mot arraché. C'était une mutilation symbolique, rendre un peu pour garder le plus. Raphaël sentit la gorge se nouer. Brandao savourait ce pouvoir. Raphaël quitta la finance sans la lettre complète. Il ne cria pas, il n'incita pas à la violence, il revint au commissariat avec un fragment qui parlait. Le délégué Noguera le reçut avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Le fragment, bien que partiel, s'ajoutait désormais aux attestations et aux relevés de compte fournis par d'autres victimes. L'enquête prit une couleur différente. La police n'avait plus seulement des déclarations, elle avait un objet matériel lié aux faits. Sur instruction du délégué, une équipe prépara la perquisition. Ce fut un matin de lumière basse et d'effervescence contenue. Les policiers arrivèrent en nombre raisonnable, respectant le cadre légal. Ordre de perquisition, présence d'un officier, liste des lieux à visiter. Les voisins, prévenus par Lucas et quelques bénévoles, se pressèrent à distance. Brandao, surpris et furieux, tenta d'opposer l'ironie à la procédure, et puis la peur fit pli. L'officier entra, feuilleta les registres et trouva ce que Lucas espérait. Compte tenu à la main, faux contrat, liste de clients dont les signatures étaient mal datées, des reçus modifiés. Il y eut aussi d'autres enveloppes, certains documents qui semblaient corroborer le système de gage, morceaux de lettres, promesses signées, documents administratifs au coin pliés. La saisie fut méthodique. On confisqua des meubles, des ordinateurs, des carnets. On photographia les lieux, on réalisa des copies des comptes. Brandao protesta, cria à la persécution, fit des promesses qu'il n'avait pas l'intention de tenir, mais la procédure suivit son cours. Ce n'était pas l'éclat d'une justice instantanée, c'était la machine lente qui se met en marche. Les biens furent scellés. Les victimes furent invitées à venir identifier des documents, à confirmer signature, à raconter. Dans la lumière crue d'une salle d'interrogatoire, Brandao fut confronté à des témoignages que la communauté avait patiemment rassemblés. Ses sourires se fissurèrent. Il tint bon un moment, puis céda dans un souffle. Une phrase d'aveu partiel, plus qu'une repentance, plus qu'une confession, mais suffisante pour que l'enquête avance. Il expliqua, d'un ton fataliste, avoir cru que sa finance rendait service en prêtant à ceux que les banques refusaient. Il admit des méthodes agressives, retenues de documents, menaces voilées, et reconnut que cela avait ruiné des familles. Il parlait d'Elsa avec une nostalgie sordide. Il l'avait courtisée, elle l'avait repoussé, et il avait transformé cet échec en pouvoir. Les noms n'effacèrent pas la douleur, mais ils firent tomber un pan de l'armure. La suite fut lourde de conséquences pratiques. Le délégué fit sceller des comptes et demanda une évaluation des biens pour possible restitution. Le tribunal ordonna des mesures conservatoires, gel de certains actifs, notification aux créanciers officiels. Les victimes, dont Elva, furent invitées à déposer des demandes d'indemnisation provisoire. Les procédures judiciaires prendraient du temps, personne ne le niera, mais pour la première fois depuis des mois, il y eut un geste concret. Une petite somme, issue d'un fonds bloqué, fut accordée en avance aux victimes identifiées pour couvrir des besoins urgents. Ce geste n'était pas une réparation totale. Il permit toutefois à Elsa d'avoir un matelas propre et des vêtements propres, une avance sur une dignité trop longtemps absente. Parallèlement, la solidarité prit d'autres formes. La petite congrégation d'une sœur qui tenait un refuge se mobilisa. Une fréra prit en charge le suivi médical d'Elsa, obtint des rendez-vous et organisa un hébergement transitoire plus stable que la couverture de plastique. Des bénévoles proposaient des ateliers de réinsertion, couture, comptabilité de base, aide à la recherche d'emploi. L'ONG, grâce aux dossiers rassemblés, put introduire des demandes de soutien social et faire le lien avec des services municipaux. Un lit, un frigo, un soutien psychologique, des choses pratiques, timides, mais vitales. Les nuits furent longues. Elsa, pour la première fois depuis longtemps, accepta de voir un psychologue recommandé par l'ONG. Les séances étaient lentes, ponctuées de silence où elle regardait le mur, comme si elle cherchait à recoller les morceaux d'une vie.
Elle parlait peu au début. Quand elle parlait, c'était pour nommer la honte, puis la perte, puis se rappeler des jours où elle préparait le café pour un fils qui partait. Ces séances ne promettaient pas de miracle. Elles offraient un espace sûr, un havre, un endroit pour rêver à des choses possibles. Raphaël, souvent présent, apprit la patience de l'accompagnement. Il s'asseyait dans la salle d'attente et lisait des brochures, apprenant à écouter sans vouloir tout réparer d'un coup. La lettre elle-même occupa une place étrange dans toute cette mécanique. Brandao, après la perquisition, avait affirmé qu'il possédait encore des fragments, puis, devant la menace écrite d'un examen plus approfondi des lieux, il remit la lettre complète au commissariat. Pour certains, c'était un geste tardif et intéressé. Pour d'autres, c'était la restitution d'une relique qui devait retrouver son lieu. Raphaël prit la lettre comme si elle brûlait, sans oser la déplier immédiatement. Il la glissa dans sa poche avec une précaution presque religieuse. Ce n'est que quelques jours plus tard, dans l'intimité d'un petit appartement prêté par une association, que Raphaël dépliait la lettre devant sa mère. Autour, l'air sentait le café et l'effort de vivre. Elsa trembla à la vue des mots. Ils étaient écrits d'une main jeune, un peu malhabile, pleine d'un espoir naïf et d'un amour qui n'espérait que la complicité. Raphaël s'éclaircit la voix et lut, à haute voix, lentement, pour laisser chaque phrase respirer. « Maman, je pars aujourd'hui. Je veux que tu saches que je suis fier d'être ton fils. Je sais que nous avons eu des peines, mais je te promets de revenir. Si je tombe loin, sache que mon cœur est toujours à la maison. Pardonne mes silences si un jour ils t'ont blessé. Si j'ai fait des erreurs avant de partir, prends ceci comme une main tendue. Reviens, attends-moi, je t'aime. Lé. » Il n'y avait pas de grands mots ni de promesses irréalistes. Il y avait un souffle d'enfant qui s'engageait à être présent. La lettre n'effaçait pas les mois de douleur, mais elle remit en lumière un lien brut et précieux. Elsa pleura silencieusement, serrant la lettre comme on serre une épaisseur de bois sec qui vous réchauffe par friction. Raphaël sentit un poids partir de ses épaules. Ce document, jadis transformé en instrument de pression, redevenait mémoire, histoire, preuve d'un amour que l'argent n'avait pas pu acheter. Les jours suivants furent consacrés à instituer des bases plus solides. L'ONG aida Elsa à obtenir une pièce d'identité en règle, à actualiser des documents, à demander une allocation sociale. Une association de femmes du quartier offrit une aide pour une caution, permettant à Elsa de louer un petit appartement modeste mais propre. La dignité revenait par étapes. D'abord un lit séparé de la rue, puis un petit comptoir pour déposer de la vaisselle, puis doucement un carnet d'adresses. Le médaillon fut réparé par un bijoutier bénévole, la chaîne ressoudée, un geste minuscule qui signifiait bien plus que de l'or. Brandao resta une figure ambivalente dans la ville. Certains le voulaient complètement traîner en justice et ruiner, d'autres disaient que la procédure devait suivre son cours et que la communauté devait éviter la vengeance. Le délégué Nogueira le convoqua plusieurs fois. Des accusateurs officiels furent désignés. Les enquêtes progressèrent, mais dans la lenteur pesante de la loi. Audition, confrontation, expertise comptable, évaluation des dommages. On procéda à des accords provisoires pour compenser une partie des victimes. Rien de complet, mais suffisant pour permettre des avances. Les propriétés financières de Brandao furent mises sous contrôle, et il dut répondre à des questions embarrassantes en public. Cela ne le rendit pas sympathique, cela donna simplement des réponses. La scène la plus marquante se produisit pourtant dans un tribunal municipal, non pour un verdict final, mais pour une audience intermédiaire. Des voisins vinrent, des bénévoles, quelques gendélistes locaux cherchant à comprendre. Raphaël, toujours en uniforme, entra avec sa mère. Elle s'assit droite, pas de défi, mais pour affirmer qu'elle n'était plus la somme de ses blessures. Brandao resta froid, le visage fermé. Quand une victime parla à la barre, la salle se tut. Les mots furent simples, perte, dette, menace. Le juge ne prononça pas de condamnation, ce n'était pas l'étape, mais la voix de la justice se fit entendre. Il ordonna une évaluation complète des pratiques de la finance et recommanda des mesures de sauvegarde pour prévenir d'autres abus. Pour les victimes, c'était une parole publique qui en valait d'autres. Entre ces mamans officielles, il y eut des gestes de réparation humaine. Certains clients de Brandao, qui avaient senti la justice tourner la tête, se mirent à coopérer. Des gestes d'argent furent rendus, pas toujours par contrition, mais par nécessité d'éviter d'être entraînés dans un procès plus vaste. Certains accords de remboursement furent signés, étalés sur plusieurs mois.
Ils n'effaceraient pas toutes les traces, mais ils contribuèrent à apaiser des détresses immédiates. Pour Elsa, une somme modeste permit de sécuriser son logement et de payer des soins dentaires urgents. Ce n'était pas la maison, mais c'était un toit. La reconstruction sociale prit du temps et de la finesse. Raphaël, s'il avait le désir ardent de tout reprendre à zéro, comprit vite que la résilience se construisait sur des pas petits et répétés. Il s'inscrivit à une formation offerte par l'une des associations, une formation en gestion logistique, qui lui permit de transformer ses compétences militaires en atouts civils. Il resta présent pour sa mère, mais il apprit aussi à déléguer, à accepter l'aide. Les retrouvailles ne se firent pas d'un coup, elles se tissèrent par des gestes, un bol de soupe préparé ensemble, un rendez-vous médical respecté, une promenade au marché où elle choisit elle-même une pomme. Il y eut des jours de recul. Elsa avait encore des réveils paniqués, des retours de peur quand un bruit ressemblait à des pas dans le couloir. Les psychologues dirent que c'était normal. Les progrès furent mesurés. Une séance où elle rit d'une plaisanterie maladroite, un autre où elle accepte d'aller à une réunion de quartier. La honte, lentement, se désagrégea quand elle se trouvait entourée de voisins qui la saluaient sans pitié ni condescendance, mais avec une normalité nouvelle. Un après-midi, alors que la lumière dorait les murs du petit appartement, Raphaël trouva Elsa assise à la table, le médaillon autour du cou, la lettre posée à côté d'une tasse vide. Elle lève les yeux, ses yeux étaient calmes, plus libres. Ils parlèrent longtemps, sans urgence. Elle lui demanda comment il se sentait depuis son retour. Il parla de la colère, puis de l'épuisement, de la responsabilité et de l'amour. Il admit la culpabilité qu'il portait pour ne pas avoir senti la chute. Elle le regarda avec tendresse simple. « Tu as fait ce que tu pouvais, dit-elle. Tu es revenu, tu es ici. Cela compte plus que toutes les excuses que je pourrais recevoir. Ce que je veux, c'est que tu vives, que tu ne te brises pas à vouloir réparer tout. » Ces phrases furent un baume et un rappel. Raphaël réalisa qu'il n'avait pas pour rôle de tout effacer, mais d'accompagner. La réparation demanderait des années. La justice suivrait son cours. La ville avancerait, avec des cicatrices et des alliances. La lettre, lue et relue, resta un point d'ancrage, la preuve que, malgré les manipulations, un fils avait un jour pensé à dire « je t'aime » avant de partir. Que devint Brando? Les investigations révélèrent un schéma. Il fut mis en examen pour pratiques abusives et extorsion. Les charges restaient complexes à prouver dans leur totalité. La défense tenta d'atténuer la réalité par des arguments techniques. Les procès prennent du temps, mais la procédure avait permis deux choses: empêcher Brando d'agir comme auparavant et rendre visibles les mécanismes qui l'avaient rendu puissant. La ville, par la voix de ses habitants, commença à exiger plus de transparence et des moyens pour prévenir ces abus. Ce fut peut-être l'effet le plus durable de l'affaire, une conscience collective réveillée. Raphaël, qui avait entrepris ce combat pour amour, se sentit transformé. L'expérience le rendit moins sûr de décisions rapides, mais plus sûr d'une chose: la dignité des gens doit être défendue par des institutions fortes et par la solidarité quotidienne. Il partit et resta, travailla à se reconstruire, tout en restant la main qui tenait celle de sa mère. Il ne cherchait pas la gloire, il cherchait la continuité d'une vie qui reprenait. Les derniers jours du récit ne furent pas des apogées spectaculaires, mais des instants qui, mis bout à bout, composent une vie réparée. Elsa retrouva quelques voisins qui, jadis, l'avaient évitée. Elle fut invitée à une petite fête organisée par l'ONG pour célébrer la mise en sécurité des familles vulnérables. Elle y alla, portant simplement une robe qu'une bénévole lui avait donnée. Elle sourit, modeste et calme. Raphaël assista à une réunion où l'on discutait de mesures préventives pour empêcher que d'autres endossent la même humiliation. Il parla peu, écouta beaucoup et s'engagea à collaborer avec les associations pour aider ceux qui, comme sa mère, auraient besoin d'appui concret. Un soir, alors que la ville entrait dans une autre nuit tranquille, Raphaël prit le médaillon entre ses doigts. Il pensa à son départ, aux promesses qu'on se fait avant de partir, aux lettres qu'on écrit pour se protéger du vide. Il pensa à Brandao, à sa parole en morceaux, à sa confession d'amour tordue, et il comprit que la complexité humaine exigeait de la justice, mais aussi de la lucidité. On ne pardonne pas en un clin d'œil,
On répare en actes, on construit une nouvelle histoire, pas une autre histoire de prédation. La dernière scène fut intime. Dans leur petit appartement, Elsa et Raphaël s'assirent face à face, la lettre entre eux. Elle la relut, lentement, souriant à l'enfant qui avait écrit des mots simples. Ils parlèrent des jours à venir, d'un rendez-vous chez le médecin, d'une nouvelle formation, d'une visite chez le bijoutier pour que le médaillon soit scellé plus solidement. Ils firent des projets modestes, un petit déjeuner ensemble le dimanche, une visite chez ceux à Génor, et dans ces projets simples se glissait la promesse d'une vie ordinaire retrouvée. La victoire ne fut pas totale. La maison d'autrefois ne revint pas immédiatement, certaines réparations attendraient des mois, peut-être des années. Mais la victoire la plus profonde fut d'ordre moral. La reconnaissance publique d'un crime, la remise en main propre d'un souvenir, la possibilité que des victimes obtiennent une réparation partielle et surtout le fait qu'une communauté ait dit non à l'exploitation. La dignité de Donna Elsa n'était pas un trophée, elle était un état retrouvé, fragile et quotidien. En partant pour une promenade, Raphaël prit la main de sa mère. Elle la resserra sans paroles inutiles, un geste simple, renouvelé et suffisant. Le médaillon brillait faiblement au soleil, comme une cicatrice couverte d'un pansement neuf. Ils marchèrent côte à côte, sans beaucoup de mots, et la ville sembla moins lourde sur leurs épaules. Ils n'avaient pas besoin de grandes phrases. Ils avaient un toit, de l'aide, des preuves et des gens qui les soutenaient. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour sensibiliser à la réalité de l'extorsion et de la vulnérabilité. Abonnez-vous pour entendre d'autres récits où la solidarité transforme des vies.